Alors bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans vos oreilles. Je suis avec Dimitri Nagzaj aujourd'hui. Merci d'être là, Dimitri. Merci à toi. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va? Ça va super. Et toi? Ça va, c'est vendredi, comme tu l'as dit tout Et à il l'heure, fait et le beau. vendredi, c'est toujours un jour qu'on aime bien. Aujourd'hui, on va parler de sciences du comportement, on va parler du facteur humain, on va parler d'incitation, tous ces mots-clés. Pour revenir un petit peu sur comment on s'est rencontrés via l'ESSEC, école de commerce française, dans le cadre de la chaire économie circulaire, chaire dont je suis responsable pédagogique et dans laquelle tu interviens sur le changement des comportements. Tu donnes un cours que les étudiants adorent pour plusieurs raisons, parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui me passionne et j'étais assez contente quand j'ai vu que ça allait passionner aussi. Deux, ça change des sciences économiques auxquelles ils sont habitués. Et trois, tu fais ça bien, t'es aussi passionné par ce que tu fais, et donc forcément, ça donne envie de t'écouter. C'est du coup pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que le levier comportemental, c'est vraiment quelque chose de super important, et qui nous, dans les approches design chez Circulab, est quelque chose aussi qu'on souhaite considérer et mieux comprendre. Et dans tous ces sujets d'adaptation des modèles au XXIe siècle, de co-création, dans la limite des 2 degrés et autres, c'est important de comprendre de quoi on parle et de pouvoir utiliser ton expérience. Bref, cette introduction étant faite, je vais te laisser te présenter. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Dimitri Nagzaj, je suis docteur en psychologie sociale et consultant scientifique en sciences du comportement. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je travaille sur des sujets liés à l'économie circulaire, des sujets liés à l'environnement. J'ai une spécialisation sur les déchets, notamment les déchets électroniques, avec le recyclage, le réemploi, la réparation. Et je fais partie d'un collectif de chercheurs consultants qui s'appelle Bellegarde. Je suis assez fier de bosser avec eux. On intervient sur des thématiques assez diverses comme la santé au travail, la santé publique, toutes les relations sociales également. Et depuis peu, sur la cybersécurité également. Ok. Voilà, c'est assez cool. Gros sujet. Dis donc, Exactement. comment on passe des déchets électroniques à la cybersécurité. Génial, tu vas nous en dire un petit peu plus. Avant qu'on en vienne sur tes projets, ton expérience, tout ce que tu connais, on va revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on entend par sciences du comportement, sciences comportementales. C'est des termes qui peuvent faire peur. La science, le côté un peu figé, le comportement, la subjectivité, l'humain. Voilà, on sait que ça peut faire un peu flipper quand on est dans un pays où on a besoin de chiffres et de tout comprendre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière les sciences du comportement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les sciences du comportement, c'est un groupement de plusieurs domaines, de plusieurs disciplines scientifiques. Ça va de la neurobiologie aux sciences sociales comme la sociologie, par exemple, en passant par les différentes disciplines de psychologie, psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie sociale. Il y a aussi de l'économie, comme l'économie comportementale. Bref, c'est toutes les disciplines qui vont s'intéresser à ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et pour décrire vraiment l'activité des sciences comportementales, je vais prendre un exemple. Ouais. Donc, tu es en face de moi. Oui. Qu'est-ce que tu penses des économies d'eau? Est-ce que tu penses qu'on doit faire des économies d'eau, donc ne pas gaspiller l'eau et faire en sorte que l'eau... Oui, je pense voilà, qu'il faut. C'est un peu bateau. Est-ce que je fais pipi sur la douche? Et ça va être un petit peu ça. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire des efforts pour économiser l'eau, de faire bien attention à pas gaspiller? Plus ou moins, ouais. Quasiment. Ouais, hein. quasiment, ouais. Bon. Est-ce que toi, t'en fais? Est-ce que la dernière fois que t'as pris ta douche, t'as bien arrêté l'eau quand tu t'es savonné? Est-ce que quand tu te laves les dents, t'arrêtes bien l'eau? Ouais. À un petit niveau supérieur, est-ce que quand tu laves des fruits et des légumes, tu récupères l'eau pour arroser les plantes? Écoute, non, mais ma mère le fait, donc je vais pas tarder à le faire. Donc, il y a plein de comportements comme ça, en fait, on peut aller très très loin avec l'utilisation d'eau, mais il y a plein de comportements comme ça qui mettent en exergue, la différence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et le but des sciences comportementales, c'est justement de comprendre ce que les gens pensent et ce que les gens font, et de réduire l'écart entre ce que les gens pensent et ce que les gens font. Voilà. Ok. Dit comme ça, c'est hyper simple. Mais c'est simple à comprendre, c'est pas forcément simple à appliquer. Effectivement. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. Ok, merci. Dans les sciences du comportement,
Il y a pas mal de choses quand on regarde la littérature, quand on regarde aussi, toi, les projets sur lesquels tu bosses. On parle évidemment de réaction. On parle observer l'humain, les individus, expérimenter. On parle d'usage. Tout ça, c'est des termes qui nous sont chers chez Circulab parce qu'on utilise le design pour co-créer des projets et des structures avec l'économie circulaire pour nous adapter au XXIe siècle. Et on est convaincu que toutes ces notions-là sont fondamentales plutôt qu'être sur une approche quantitative purement et réglementaire. Bref, du coup nous assez vite on s'est dit il faut du design pour l'économie circulaire. Les sujets d'environnement, plus précisément de recyclage et d'éco-citoyenneté, c'est aussi des sujets qui te sont chers. On parlera pas de cybersécurité, enfin peut-être, mais en tout cas c'est moins dans notre périmètre. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus pourquoi les sciences du comportement jouent un rôle fondamental dans la transformation vers l'économie circulaire et tous ces sujets-là? L'économie circulaire, c'est une boucle. Ouais. On est d'accord, si on schématise grossièrement. C'est une boucle qui est composée de plusieurs maillons, on va dire. Donc, tu peux avoir les meilleurs procédés de recyclage, tu peux avoir une valorisation de matière exceptionnelle, tu peux avoir des machines du futur qui fabriquent 100% recyclé, la meilleure logistique du monde. Si au final les utilisateurs n'adoptent pas le comportement attendu, t'as pas d'économie circulaire. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de prendre en considération les comportements. Il y a, on va dire, dans tous les cas de figure pour l'économie circulaire, il y a 3 types de comportements. Il y a le comportement avant l'utilisation du produit. Donc ça peut être guidé vers des achats de produits issus de l'économie circulaire ou guidé plutôt vers de la location, par exemple. Ça peut être des comportements pendant l'usage. Donc un usage raisonné, réparé au lieu de remplacer. Et ça peut être aussi après l'usage, donc le tri pour le recyclage ou éventuellement le réemploi également. Donc l'économie circulaire ne peut pas se faire si on attend simplement des utilisatrices et des utilisateurs qu'elles jouent le jeu. Il faut pouvoir les sensibiliser, ce que je disais, les informer, donc les sensibiliser également, et aussi utiliser des leviers comportementaux pour que la circularité se fasse bien. Ok. Voilà. Et du coup, juste... je l'avais pas mentionné dans les questions, mais pour voir un petit peu sur le comment, quand ça me semble important, c'est-à-dire comment tu travailles. Est-ce que c'est uniquement, c'est de l'observation de terrain, c'est de l'interview, c'est quoi les moyens que tu utilises? Et après, je reviendrai sur les questions suivantes. C'est une méthode scientifique. Okay. Donc, on pose une problématique sur laquelle une problématique, grossièrement, on va dire que c'est une question, et on va chercher la réponse à cette question au travers tout un tas d'enquêtes et d'expérimentations. Okay. Donc concrètement, ce qu'on fait chez Bellegarde, c'est qu'on a, on va dire, 7 étapes. La première étape, c'est on pose la problématique. Ouais. Dans un monde idéal, on voudrait quoi? Et une fois que c'est fait, on va définir toutes les composantes d'intérêt, donc la population qu'on cible, l'environnement de cette population. On va également ensuite chercher les freins et les leviers au comportement qu'on cible. Ensuite, on va expérimenter. Donc, on va essayer des choses, des interventions comportementales. On va essayer d'utiliser, par exemple, des normes sociales dans une situation. On va essayer des procédures d'engagement dans une autre situation. Et après, on récolte des données, on mesure et on fait des statistiques dessus pour voir ce qui fonctionne le mieux. On répète ces expérimentations et une fois qu'on est satisfait, on fait une mise à l'échelle. Voilà, concrètement, ça c'est une approche expérimentale, scientifique, qui permet de répondre concrètement aux questions qu'on se pose et qui nous assure de l'efficacité de ce qu'on fait. C'est pas juste on essaye des trucs, c'est pas juste une recette de cuisine, on applique des choses et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Non, on applique, on se pose une question, on cherche à y répondre, on utilise des moyens scientifiques pour ça et on utilise des statistiques et on mesure, on met à l'échelle. Voilà. Ok, merci. Revenons du coup à cette question de l'usager et de la place de ces sujets dans l'économie circulaire. Moi, depuis nos 12 ans d'expérience avec Circulab, on l'a encore vu récemment sur un projet qui consistait à déployer du réemploi dans un contexte contraint de multiflux de passagers parce que c'était dans une zone de mobilité. On a voulu essayer de mettre un petit peu là-dedans de consommateurs, faire des observations, ressortir. Puis bon, on comprend que c'est pas toujours
très compris et que l'utilité d'une telle démarche de la part de nos clients est pas forcément tout à fait considérée. Donc moi, j'aimerais avoir un petit peu ton retour là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il y a assez de considération de cette méthode scientifique et plus globalement du facteur humain dans les projets d'économie circulaire et dans les projets de transformation ou de déploiement? Alors, j'ai un avis intéressé. Donc, la réponse, c'est forcément non. Mais il y a deux parties. Moi, je vis dedans depuis une quinzaine d'années, depuis mon master, puis ensuite ma thèse. Donc, je comprends un petit peu les comportements à l'aune des diverses théories scientifiques. Et je vois bien que il y a un grand manque du côté des administrations, du côté des entreprises, du côté des collectivités également, de considérer les comportements comme étant des choses sur lesquelles il faut s'attarder et pas simplement changer les comportements, enfin une facilité de changer les comportements. Ouais. Donc j'essaye autant que faire se peut avec mes collègues de promouvoir les sciences comportementales, de les vulgariser, mais surtout de faire comprendre que on ne peut pas se reposer sur ce qu'on a fait depuis très longtemps, je sais pas combien de temps exactement, mais de se dire voilà, on va régler tout le côté technique, logistique éventuellement, et puis après on fera de la com et ça suivra. Ça peut plus fonctionner comme ça. Donc pour répondre à ta question, non. Et l'humain n'est pas assez considéré, les sciences comportementales peuvent... Et il y a encore un travail, comme tu dis, de redonner aussi toute sa place, enfin en tout cas de faire comprendre l'importance de considérer ces périmètres, ces paramètres-là, dans les projets, quoi. Exactement. Et je trouve que tu l'as très bien expliqué juste avant. Et c'est un petit peu de manière beaucoup moins claire que toi, mais en tout cas, l'intention était la même. Ce que j'ai voulu expliquer sur ce dernier projet sur lequel on a travaillé, c'était, il me disait, oui, alors quand on a fait sur le diagnostic de déploiement du réemploi, quand on a fait des observations de terrain, etc., il est ressorti. Enfin, au début, quand ils nous ont posé la problématique, ils ont dit, oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui les contenants réemployés, les gens les mettent dans la poubelle parce qu'ils savent pas où les mettre, donc ça finit à enfouissement et ça nous coûte cher. Il y en a qui partent avec les contenants à la maison parce que ils trouvent ça beau, parce que bref. Donc là, tu te rends compte que ton problème il est clairement sur le comportement. Et du coup, c'est pour ça que nous on a proposé quand même une partie observation et autres. Et quand on a présenté les résultats de cette étude terrain, on nous a dit, OK, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour la logistique, pour les opérations, pour les process? Donc, exactement ce que tu as dit avant. On a dit, oui, alors tout ça, on va y penser. Mais, à un moment, vous avez beau avoir la meilleure logistique du monde, si derrière, il n'y a pas l'acceptation et qu'il n'y a pas le comportement qui suit, ça marchera pas. Ouais, mais non. Enfin, bon, bref. Donc, en tout cas, cet exemple, pour aller dans ton sens et illustrer le fait que, paradoxalement, bien que les problématiques puissent être souvent comportementales sur le fait que ces projets fonctionnent ou pas, les méthodes utilisées sont pas les méthodes en lien avec les sciences du comportement. Donc là, tu vas avoir aussi, je sais pas, une espèce de contradiction assez importante. Ça vient peut-être du fait aussi que les sciences comportementales sont assez récentes. Assez récentes, c'est toute proportion gardée, ça a une bonne centaine d'années. Ouais. Voilà. Ouais. Mais comparativement au domaine plus technique, logistique, tout ça, tout ce que tu disais, c'est quand même beaucoup plus récent. Ouais. Et donc, il y a peut-être un petit défaut de sensibilisation de la part des décideurs, des entreprises. Je pense que tu as ça, et tu as peut-être aussi, pour aller dans ton sens, le fait que tu n'as pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice au sein des structures, et souvent dans les projets, en tout cas, je sais pas vous, chez Bellegarde, qui sont vos interlocuteurs, enfin les personnes avec qui vous travaillez quand vous bossez sur les projets. En tout cas, nous de notre côté, voilà, ça va être, je sais pas, la responsable logistique, la responsable marketing, le responsable qualité. Ouais. Bah, y a pas de responsable comportement. Non. Donc, en fait, du coup, quand on sait pas qui mettre sur le truc, c'est un sujet qui est pas un sujet, quoi. Exactement, et c'est jamais la même personne. Ouais. Un coup, ça va être le service marketing, parce que la démarche scientifique est un peu parallèle à la démarche marketing, au final. Ça peut être la R&D, parce que c'est pareil, on fait de la R&D en fait. Ça peut être la communication, parce qu'on va apporter des recommandations à l'équipe de communication pour les messages, voilà, sensibilisation, persuasion, argumentation, levier, etc. Donc il y a plein de services qui peuvent être concernés. Je pense que là, on est encore à un stade où c'est plutôt un intérêt personnel, individuel, je dirais. C'est peu importe le service, si la personne se dit, effectivement, ce serait pas mal qu'on s'attarde sur les comportements et qu'on mette en place une méthodologie un peu scientifique pour les comprendre et les changer. Voilà, peu importe le secteur de l'entreprise, ça peut fonctionner.
Voilà. Merci beaucoup du coup pour ça. Ce que je te propose maintenant, c'est d'illustrer tout ce que tu viens de nous dire et ce dont on vient de parler avec des exemples de succès. Parce qu'on pourrait parler d'exemples d'échecs, mais il y en a trop et on préfère inspirer les gens avec des choses qui marchent pour montrer que c'est possible. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter 2 exemples de projets ou de structures sur le sujet de la circularité de manière globale qui ont fonctionné grâce, selon toi, à une bonne prise en compte du facteur humain? Eh bien, on pourrait parler de toutes les ce qu'on appelle les take-back schemes, donc en français les programmes de reprise. Ouais. C'est typiquement là un sujet comportemental parce qu'on va demander quelque chose aux utilisateurs, aux utilisatrices, et on va croiser les doigts pour que ça marche. Pardon, je me permets de te couper. Pour les non-experts, le système de reprise, c'est exemple ramener, donc c'est sur la bagnole, ramenez-nous votre voiture, pour acheter la nouvelle, ou ramenez-nous votre téléphone portable. Enfin voilà, c'est comment est-ce que j'arrive à collecter et à faire en sorte que le consommateur me rende ou me ramène ce qu'il n'utilise plus, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Okay. Alors il y a Zara qui a fait quelque chose d'assez sympa sur le plan comportemental. Donc, ils ont proposé un programme de reprise dans lequel ils ont mis en avant en fait leur action sociale et leur action environnementale. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé des consommateurs. Alors quand je dis engagé, c'est pas employé, mais ils ont créé des processus d'engagement de leurs consommateurs au travers de partage de valeurs sociales et de valeurs environnementales, en leur expliquant que tous les vêtements ramenés serviraient à des personnes qui en ont besoin. Ils ont également fait preuve d'une totale transparence, et ça c'est très important, surtout dans ce genre de programme, parce que on a toujours l'impression que si je ramène un produit que j'ai acheté, je vais me faire avoir, en quelque sorte, même s'il y a de l'argent en contrepartie, ça sera jamais assez. Donc là, ils ont fait preuve de totale transparence, et je pense que ça a bien fonctionné grâce à ça. Et surtout, transparence tu veux dire sur l'exutoire, quoi. Vous allez nous le ramener, voilà ce qu'on va en faire. Exactement, voilà. Et surtout, ils ont bien dit, on se fait pas d'argent dessus, donc vous en ferez pas non plus. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aucune incitation financière. Chose qui est quand même assez rare dans les programmes de reprise, parce que en général, les programmes de reprise, c'est vous me ramenez votre produit. Alors le produit, c'est un produit de ma marque. Vous me ramenez votre produit et moi, je vous donne un peu d'argent en échange, ou parfois des bons d'achat pour que vous puissiez racheter autre chose. Et le problème avec ça, avec ces incitations financières, c'est que ça pose on rentre dans une sphère de marché, des conceptions de marché. Voilà. Mon comportement qui est à la base écologique, il va se transformer en comportement de marché. Voilà. Je vais faire ce comportement-là, je vais te ramener mon produit parce que je vais pouvoir récupérer de l'argent. Et donc, forcément, ce sera pas assez, ou en tout cas pas beaucoup. Je voudrais plus. Et si on commence à envisager tous les comportements éco-citoyens en échange d'une incitation financière, ou d'une incitation autre que financière même d'ailleurs, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Donc c'est ce que Zara a fait en fait. Ils ont présenté quelque chose d'assez transparent, sans incitation financière, et ils ont engagé leurs consommateurs au travers des valeurs sociales et environnementales. Et alors, j'ai pas de résultats chiffrés. Je pense que c'est assez difficile à obtenir ce genre de chiffres de la part d'entreprises, mais ça a bien fonctionné, ça fonctionne toujours. Et je pense très sincèrement que c'est grâce à tous ces paramètres-là. Je pense et puis dans ce que tu dis, il y a 2 sujets. Il y a le levier financier, comme tu l'as très bien expliqué, et l'autre, tu l'as aussi dit, mais du coup, pour revenir là-dessus, sur la transparence. Nous, on le constate, là, on a travaillé sur un projet pour un grand club de foot sur le déploiement, tout ce qui est réduction de la source, tri et réemploi. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant des interviews usagers qu'il y avait, comme tu le disais, cette peur de se faire avoir vis-à-vis de la structure qui va mettre en place le système, mais aussi moi je vais trier, je vais vous donner mon gobelet de réemploi, mais en attendant la grande marque de soda d'à côté, elle continue à faire son chiffre. Pourquoi c'est pas eux qui feraient du réemploi? Donc aussi cette peur de se faire arnaquer mais pourquoi moi je changerais alors qu'en fait on est dans un système où tout le monde nous entube. Donc ça rejoint un peu ça et ça c'était aussi intéressant et c'est ce levier-là. Je sais que Brieux l'avait mentionné du coup dans les ateliers qu'on a fait avec le club pour mettre en place le système. Alors je sais pas si c'était le FC Nantes, mais en tout cas c'était à Nantes au niveau du stade. Il y avait
Il y avait une incitation financière, mais la répartition était intéressante. C'est qu'en fait, il y avait un système de consigne pour récupérer les gobelets réemployables. Et la consigne, c'est-à-dire une fois que les personnes ramenaient leurs gobelets, plutôt qu'être sur du individuel, donc tu payes 1 euro de consigne, je te rends ton 1 euro de consigne. Ce qui était ramené, la somme des consignes, de la déconsigne était donnée aux associations de supporters du club. De la même manière que tu vas voir dans certains festivals aujourd'hui. Moi, je l'ai vu dans le sud, à un festival de jazz où en fait, quand tu ramenais la déconsigne, allait à SOS Méditerranée. Donc voilà, je sais pas si t'as quand même une incitation financière, mais t'es sur un truc collectif et plus individuel. Effectivement, ouais. Et ça casse l'intérêt personnel. Voilà. Ouais. Effectivement, et ça apporte un côté social, un côté altruiste également. Ça marche aussi, et ça me fait penser à une autre étude qu'on a pu faire avec Écologique, ouais. Avec Emmaüs Connect, les ateliers sans frontières, et avec le support de la mairie du 14e arrondissement de Paris. Okay. C'était une collecte postale de téléphones portables. Ouais. Donc, comment ça se passe ? C'est très simple. On a créé un joli flyer sur lequel on a expliqué que Écologique récupérait des téléphones portables plus utilisés. Donc on incite les gens à faire le tour de leur logement, à regarder dans leur tiroir pour collecter tous les téléphones qu'ils n'utilisent plus. Et ensuite, ils doivent placer ces téléphones dans une petite enveloppe qu'on joint avec les flyers quand on fait des boîtages. Et ce qu'on a fait en fait, puisque j'étais là, on a fait une petite expérience scientifique. Ouais. On a coupé notre population en 2. Donc on a fait ça sur tous les résidents et les résidentes du 14e arrondissement de Paris. À la moitié d'entre elles et d'entre eux, on a simplement envoyé le flyer avec les informations, des éléments persuasifs, et puis une explication de ce qu'on allait faire de leur téléphone après. Recyclage ou réemploi. À l'autre moitié, je vois où tu veux en venir. Notre moitié expérimentale, c'était exactement le même flyer, sauf qu'on leur a proposé de choisir entre recyclage et réemploi. Donc, qu'est-ce que vous préférez, dans l'absolu, que votre téléphone soit réemployé pour des personnes qui sont dans le besoin, via Emmaüs Connect, ou est-ce que vous préférez qu'il soit recyclé ? Et ils transmettaient cette information en entourant un petit logo sur l'enveloppe dans laquelle ils mettaient leur téléphone qu'ils nous renvoyaient ensuite par la poste. Eh bien, rien que le fait d'engager les individus via cette implication et de leur permettre de décider du choix de ce qu'il va advenir de leur téléphone, on a augmenté le taux de collecte de 45%. Donc juste un petit coup de crayon sur une enveloppe, hop, 45%. En faisant entourer, donc tu les engages et ouais. Exactement. Et ça, typiquement, c'est une expérience scientifique, donc ça a pris un petit peu de temps. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut répliquer, et d'ailleurs, j'espère qu'on va le répliquer sur d'autres arrondissements de Paris. Et c'est quelque chose qu'on peut également mettre à l'échelle, parce qu'on peut se dire que si jamais on réplique, parce qu'il y a des contraintes scientifiques derrière quand même, mais on peut se dire que dorénavant, quand il y aura une collecte de téléphone portable par la poste, eh bien on pourra demander systématiquement ce qu'ils préfèrent entre réemploi et recyclage. Okay. Voilà. Top. Super intéressant. Merci pour ce deuxième exemple. En espérant que ça date de quand cette... C'est tout frais, ça a quelques mois. Ah oui, ok. Voilà. Donc, ok, en espérant que ce soit répliqué. On va maintenant parler un petit peu. On va avancer dans cette conversation sur le sujet de la sensibilisation et de l'action. Là, on a parlé comment est-ce que je vais... on a parlé spécifiquement du consommateur, évidemment, de l'usager et comment est-ce que je vais l'engager. De manière aussi plus globale, il y a les usagers, mais il y a aussi comment est-ce que j'engage les professionnels, les employés, les salariés aussi dans toutes ces démarches-là. Aujourd'hui, on a en France, tout du moins, mais aussi dans le monde, de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées, des centaines de milliers de personnes qui ont fait des fresques diverses et variées, des ateliers, des conférences, etc. Mais en fait, on est toujours à la bourre sur beaucoup de choses, sur le tri des déchets, sur le développement du réemploi, sur la consommation de l'eau du robinet. La France étant un des pays où on consomme le plus d'eau en bouteille, alors qu'on est un des pays où la qualité de l'eau au robinet est la meilleure, va comprendre. Encore est-il que on voit que voilà, il y a encore un écart entre non pas forcément ce que les gens pensent et ce que les gens font, plutôt ce que les gens sont sensibilisés et l'action, quoi. Donc du coup, comment est-ce qu'on passe de la sensibilisation à l'action ? Alors globalement, je dirais qu'il y a 3 étapes. Ouais. Si on reprend les choses à zéro, avant toute chose, il faut quand même informer.
C'est ce que j'ai pu voir dans les différentes études que j'ai menées. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ne savent pas ou qui oublient toutes les possibilités qu'elles ont pour être un peu plus écolo. Voilà, des propositions des solutions de collecte par exemple, les gens ne savent pas trop peu importe le type de déchets. Par rapport à l'alimentation également, les gens savent un peu ou oublient. Donc voilà, le niveau 0, c'est informer. Dire aux gens, il est possible de faire ça, il est même conseillé de faire ça. Vous pouvez essayer si vous le voulez. Certains, tu parlais de l'eau du robinet, certains ne savent pas que l'eau du robinet est aussi bonne, voire meilleure que l'eau en bouteille. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe quand même. Le deuxième... notamment les noms, enfin surtout si tu prends pardon de te couper, si tu prends le contexte français ou parisien, on est dans des villes et un pays touristique. Donc en fait, déjà, oui, tu prends tous les gens qui ne sont pas parisiens ou français, le savent pas forcément. Donc ça fait quand même en France un bon paquet, quoi. C'est vrai. Exactement. La deuxième étape, ce serait de sensibiliser et de convaincre. On a des personnes qui savent ce qui est possible de faire, mais qui ne sont pas convaincus. Donc là, il y a de la sensibilisation à faire. Donc tout ce que tu m'as donné en exemple dans ta question, ici, là, ça a un rôle important à jouer. On peut tester des arguments persuasifs. On peut parfois aussi renforcer les opinions des gens. Ils sont déjà bien persuadés, mais il faut rajouter une petite couche quand même, histoire de maintenir ça. C'est le cas, typiquement, je dirais, aujourd'hui, de la consommation de viande, où on entend de plus en plus parler de l'impact environnemental de notre consommation de viande. Ça commence à arriver dans la population, on commence à voir des grands noms qui appellent à une réduction de la consommation de la viande. Donc voilà, l'information, elle est déjà là, on passe à l'étape de sensibilisation. Pour reprendre l'exemple de l'eau au robinet, on sait qu'il y a une grande majorité d'individus qui savent que l'eau du robinet est potable, mais voilà, ils ne se rendent pas forcément compte à quel point l'eau est meilleure l'eau du robinet est meilleure que l'eau en bouteille, plus écologique et surtout moins chère. Parce que ça aussi, c'est un argument qui joue dans la balance. Et le troisième niveau, c'est l'utilisation de leviers comportementaux qui permettent donc de lever les freins comportementaux. Et si je reprends encore une fois le cas concret de l'eau, parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là, pourquoi est-ce que les gens ne consomment pas d'eau du robinet ? La littérature scientifique dit que le premier frein, ce sont ce qu'on appelle les facteurs organoleptiques. Donc concrètement, c'est l'odeur et le goût. Ok. Voilà, la solution toute bête. Voilà, le filtre, ou alors même, vous mettez de l'eau dans une carafe, vous la mettez au frigo pendant 30 minutes et c'est fini. Voilà, il n'y a plus d'odeur, plus de goût. Et ça marche très bien. Et le deuxième frein, c'est l'habitude de la bouteille. Voilà, on a l'habitude de poser la bouteille sur la table, d'aller acheter des bouteilles. Certaines personnes voient la bouteille comme un élément un petit peu plus classe que l'eau du robinet. Bien pour ça, on peut utiliser des normes sociales, montrer qu'il y a une proportion grandissante et assez importante de personnes qui consomment de l'eau du robinet et que tout se passe bien pour elles. On peut mettre en place des fontaines d'eau, des fontaines à eau gratuites un peu partout, en insistant que c'est de l'eau du robinet. Voilà, comme ça les gens vont pouvoir constater par eux-mêmes que ça marche bien. Et puis, je sais pas, on peut créer des gourdes et faire en sorte que ce soit des jolies gourdes ou des jolies bouteilles en verre pour donner envie. Et puis on peut même impliquer les populations dans la personnalisation, la création même de leurs gourdes. Enfin voilà, c'est des idées un peu comme ça. Mais l'idée pour lever les freins au comportement, c'est vraiment d'impliquer les individus, d'aller au-delà de simplement de la publicité ou de la communication classique. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on est un peu comme sur la pyramide de Maslow du truc, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai des fontaines partout, mais que j'ai pas coché les leviers précédents, il y a peut-être pas de vérité, mais ça ne marche pas. Est-ce que donc l'exemple c'est-à-dire voilà, il y a des fontaines, on dit ici il y a une fontaine, mais si les gens ne sont pas convaincus du fait que cette eau est meilleure que celle de l'eau en bouteille et ou qu'ils ne savent pas qu'elle est potable, ils vont pas y aller. C'est ce qui se passe à Paris, où tu vas avoir les fontaines Wallace, magnifique fontaine, voilà, et les gens pensent que c'est de la déco, quoi. Donc voilà, ou alors ils se disent non, mais attends, cette eau-là, elle vient juste dessous les égouts, donc elle est pas potable. Donc ma question est la suivante, est-ce que avant d'activer le levier d'après, il faut qu'on active celui d'avant? Et ma deuxième question, c'est est-ce que la solution, ou en tout cas si on est sur
un projet ou une démarche, est-ce que l'idéal c'est que ça inclut tout, c'est-à-dire avoir la fontaine, avoir le panneau qui dit c'est potable et avoir à un moment ou à un autre permis de goûter Ouais, je pense que c'est mieux si ça inclut tout. Et pour répondre à ta première question, en fait, je ne sais pas. Ouais. Ça va dépendre des situations. Il y a des situations dans lesquelles les comportements sont tellement évidents qu'on n'a même pas besoin d'informer. Et ça dépend aussi du niveau d'information de la population. Pour des comportements, la population va déjà avoir beaucoup d'informations et va peut-être, pourquoi pas, être déjà assez convaincue. Ouais. Pour d'autres comportements, il va falloir tout faire. Donc ça dépend vraiment de la situation, ça dépend vraiment du comportement sur lequel on travaille, mais je dirais que ça fait pas de mal de rappeler les informations, ça fait pas de mal d'utiliser un argumentaire persuasif pour convaincre davantage. Donc on peut tout utiliser en même temps, et je recommanderais même de tout utiliser en même temps. Ça évite de démultiplier les communications et d'être un petit peu plus efficace dans l'intervention. Ouais, ça me fait penser à l'épisode avec du coup Florence de Gobi, où eux ils ont fait le parti pris toujours sur cette question de l'eau. Ils ont fait le parti pris plutôt le dernier, c'est-à-dire on va pour l'acceptation du comportement et faire en sorte que ça se massifie, faciliter l'usage de la gourde, le rendre un peu sexy, un peu sympa, mais aussi qu'on puisse la déplacer facilement, y accéder facilement, pas la perdre, bref. Et en fait, pour être dans une optimisation de ça, être sur un public cible et du coup des individus pour lesquels les premiers critères soient a priori en majorité répondus, à savoir plutôt un public parisien qui passe beaucoup de temps ici, donc qui a l'eau qui coule au robinet, et voilà. S'ils avaient été sur une cible touristique et aujourd'hui ils ont le mentionné 2% du marché de la gourde et ils ont participé à ce travail sur la augmentation de la consommation d'eau du robinet. Donc bref, ça me faisait penser à ce que tu disais sur ces 3 paramètres-là. Ok, super. Merci beaucoup. C'est passionnant. Je pourrais parler de ça des heures, mais je vais penser aux personnes qui nous écoutent. On va finir avec 2 questions qu'on aime bien poser. La première, c'est un épisode un peu spécial parce que ici on n'est pas forcément sur un projet spécifique, mais plutôt sur une démarche et voilà un sujet de recherche et plus large. Donc, j'ai reformulé les questions, mais elles sont à peu près semblables. Tu es du coup chercheur. Avec l'expérience, tu continues à apprendre des choses, à apprendre beaucoup de choses. C'est une question pas facile, mais du coup, quels seraient pour toi les 3 grands apprentissages de ces dernières années? C'est-à-dire, si tu devais entre un papier que tu aurais publié, je sais pas, il y a 5 ans et aujourd'hui, quelles seraient les différences et les 3 grands apprentissages que tu ressors? Alors, ça va faire un petit peu bateau, un peu tête tôt. Rien n'est bateau, t'inquiète. Ouais. Mais le premier, je dirais que c'est, on va dire, l'humilité. On peut pas changer les comportements comme ça. D'ailleurs, on a tendance à dire qu'on change les comportements des individus. Et en disant ça comme ça, on ne s'intègre pas dans les individus. Alors que si on réfléchit, nous-mêmes, moi ça fait 10 ans que je travaille sur les déchets électroniques par exemple, j'ai encore un vieux téléphone dans un tiroir. Voilà, c'est comme ça. Donc, rester assez terre à terre et garder en mémoire que on ne peut pas changer les comportements très facilement, on ne peut pas changer les gens très facilement non plus. Et on ne peut pas non plus en vouloir aux individus de ne pas changer à la vitesse à laquelle on voudrait qu'ils changent. C'est assez compliqué, mine de rien. D'essayer des choses et de voir que ça fonctionne pas, ou de voir qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Tu parlais par exemple des fontaines Wallace, de voir qu'elles sont pas utilisées. Donc ça peut être un peu déprimant, mais petit à petit en fait on progresse et il faut garder cette idée-là, je pense. Le deuxième, c'est l'éthique, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur, parce que quand on se dit que tiens, on va changer les comportements de population, il faut se poser énormément de questions. C'est pas rien de chercher à influencer les individus, de chercher à changer leurs opinions, leurs attitudes, leurs comportements. On peut se poser des questions, par exemple, avec qui est-ce qu'on travaille? Pour qui est-ce qu'on travaille? Quel est le but derrière tout ça? Une question qui est malheureusement assez peu posée dans ce domaine-là, c'est est-ce que le comportement est vraiment souhaité par la population? Ouais, c'est clair. Voilà, parce qu'on peut se dire, ah ouais, mais c'est pour le bien commun, donc c'est bon. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment souhaité par la population? Moi, j'ai déjà
depuis quelques années maintenant, refusé des interventions parce que j'étais pas certain que le comportement soit souhaité par la population. Donc, quand j'ai proposé aux clients de faire d'abord une enquête préliminaire pour savoir si les gens seraient d'accord de changer ce comportement en particulier, ça m'a été refusé, donc j'ai refusé d'intervenir. Voilà. Et également, est-ce qu'on peut assumer les conséquences de notre intervention ? Alors ça, c'est des questions qu'on peut se poser à la fin de la démarche éthique, mais parfois, la réponse est non. Et quand la réponse est non, c'est qu'il y a un petit truc qui va pas, donc il faut pas faire. Globalement, si on se dit que on change les comportements, c'est pour l'environnement, c'est pour la société ou que sais-je, donc la fin justifie les moyens, là on a perdu. Parce que la fin ne justifie pas les moyens, surtout pas dans ce domaine-là. Et tu m'as dit 3 choses. Ouais. La dernière chose, c'est que on peut pas acheter les comportements des individus. Et donc là, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus personnel parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand je demande aux étudiants, alors dites-moi, vous êtes une grosse entreprise, comment vous faites pour changer tel comportement des individus, ou même à l'échelle individuelle, vous avez un petit frère, une petite sœur, comment vous faites pour changer le comportement? Je demande, même dans des conférences, allez, je dirais que 1 personne sur 2 me répond les incitations financières, quelque chose comme ça. On achète le comportement. Ça marche pas. Voilà, faut arrêter. Ça peut être complémentaire, ça peut fonctionner de façon complémentaire, mais si on pense qu'on va changer la face du monde en achetant les comportements, c'est pas possible. Mais ça me fait rire parce que c'est dans la vie personnelle, c'est ça. Enfin, dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans les relations familiales. C'est ça. Tu vas pas m'acheter avec ton, tu vois. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que ça me fait sourire. Ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire, enfin, tu vois, c'est un peu la métaphore. Oui, c'est ça. En fait, on déplace ce qu'on fait dans notre vie personnelle dans le milieu professionnel et on pense que ça peut fonctionner de la même façon. On a une vision assez économiste en fait des comportements en disant qu'on a tous une petite balance dans la tête et on va peser le pour et le contre, et si on met une grosse incitation financière, ça va faire un gros pour et donc les gens vont forcément y aller, alors qu'en réalité pas du tout. Ça fonctionne pas comme ça. Et même de façon plus globale, on peut changer les comportements, mais on fait pas n'importe comment. On peut pas s'improviser comme ça, on peut pas se dire tiens, il y a une espèce de recette de cuisine, on va l'appliquer puis hop, ça va fonctionner. Il y a pas mal de je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais des domaines issus des sciences du comportement qui ont pas mal le vent en poupe. Les nudges, par exemple, pour pas les citer. Et on voit dans des méta-analyses scientifiques. Donc des méta-analyses, c'est des études qui ont étudié des études. Donc en gros, on prend une centaine d'études qui portent sur le même sujet. On refait des statistiques dessus et là, on peut conclure. En gros, c'est le niveau scientifique, le niveau de preuve scientifique le plus élevé qu'on puisse avoir. Eh bien, il y a des méta-analyses qui montrent que globalement, les nudges, quand c'est fait de façon nonchalante, voilà, on met un nudge, on met un sticker par terre, on met un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas, surtout sur le long terme. Donc voilà, on s'improvise pas comme ça pour changer les comportements, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Ok, merci. Les 3 apprentissages. Waouh, il y a plein de trucs qui vont changer, je pense, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, notamment peut-être pour nous. En tout cas, on va terminer avec une dernière question qui est encore plus difficile. Là, on a fait un petit saut, pas vraiment un saut, mais plus rétrospective. Maintenant, on va faire un saut dans le futur. Ça, c'est les joies du design fiction, c'est qu'on peut faire des sauts dans le futur. Du coup, je te propose de te projeter, on va dire quoi, c'est 2050, on refait ce podcast. Les mêmes personnes nous écoutent ou d'autres personnes. Quelles sont les choses que tu souhaiterais dire aux personnes qui nous écoutent en 2050? Ok, donc on sort de la DeLorean. Exactement. Chers auditeurs, chères auditrices, bravo. Vous avez agi, vous avez poursuivi vos efforts. L'économie circulaire est maintenant le modèle dominant, le modèle majoritaire. Malheureusement, que ce soit chez Circula, Bush et Bellegarde, on ne peut plus prendre de clients. Arrêtez de nous appeler, ça suffit. On vous aidera peut-être un peu plus tard. Soyez patientes, soyez patients. Mais en tout cas, c'était très intelligent de votre part de faire appel à Circula et Bellegarde et de prendre en compte les sciences comportementales pour un peu plus de circularité. Génial, merci. Je tiens à préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé. Mais j'aime bien finir sur ces petites notes pleines d'optimisme. Et on s'arrêtera là-dessus. Ça va le faire. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que Dimitri, il y a un dernier mot que tu veux dire? Est-ce que tu penses avoir tout dit?
J'ai tout dit. Juste un dernier mot peut-être. Merci Justine. Merci à toi. Merci à toutes et tous d'être arrivés au bout de cet épisode. Si vous avez des questions, il y a plein de choses que je mettrai dans l'article associé à ce podcast, des liens notamment si vous voulez contacter Dimitri, si vous voulez contacter l'agence et voilà. Et puis tu auras peut-être quelques éléments à me partager que je mettrai aussi. Bonne continuation à toi Merci. et puis bonne journée ou bonne soirée à celles et ceux qui nous écoutent. Au revoir.